Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Quand la science est au service de l'écologie, c'est Transition. Transition, l'émission qui parle d'écologie et de science. Chercheurs, scientifiques, sociétés, associations sont invités autour de la table pour traiter des grands sujets d'actualité. Comment va la planète? Quelles solutions pour les générations futures? Où en est le monde avec le développement durable? Transition, une émission qui vulgarise la science et l'écologie pour le plaisir de toute la famille. Transition sur Fréquence Méditerranée, animée par Thierry, Eric et Jean-Luc. Mercredi de 19h à 20h. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir les amis, bonsoir les auditeurs. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, deuxième partie de soirée, il est 19h bien sûr, et je retrouve dans cette émission, cette belle émission, ce nouvel épisode, mon ami Thierry qui m'accompagne. Salut Thierry. Salut Jean-Luc. On est parti pour une belle émission, qu'on mange avec de beaux invités qui ne seront pas en studio ce soir, qui seront par téléphone. On va les avoir à distance. Bastien Spinella d'abord, qui est déjà en ligne, qui est responsable développement durable chez Altior. On va parler plastique. Et puis après, Gérard Perjean, qui est un chercheur qui s'occupe de Posidonie, une plante marine qui nous est chère ici en Méditerranée, puisque c'est l'un des principaux écosystèmes de la Méditerranée. Alors, on a de beaux invités. Alors, effectivement, ils ne sont pas en studio parce qu'ils sont tous très loin. Mais on a de la chance quand même de les avoir avec nous. Une belle programmation qu'on propose maintenant tous les mois à nos auditeurs. Exactement. Et on va commencer donc avec Bastien Spinella. Bonsoir Bastien. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Luc. Alors Bastien, je l'ai rencontré pour tout vous dire, on va vous raconter la vérité. Enfin, on dit toujours la vérité d'ailleurs dans Transition, mais on va vous raconter la petite cuisine. Donc, je tourne un documentaire avec mes complices Olivier Borde et Laurent Masini sur les plastiques et sur le recyclage. Et vous le savez, le recyclage se passe pas très bien, en tout cas dans notre beau pays. C'est le cas aussi ailleurs. Et on cherchait des interlocuteurs pour nous parler positivement du plastique. Alors on a reçu il y a un mois Olivier Boulet qui se déplace à travers la France avec un système qui permet de recycler les chutes de plastique directement dans les entreprises, et ça marche assez bien. Donc des grands producteurs de plastique, de matériaux en plastique produisent des déchets et lui les recycle. Et là on va changer complètement de registre. Et avec Altior, on est dans une entreprise, Bastien, tu m'arrêtes si je me trompe, dans une entreprise qui, elle, design, fabrique, réalise des produits, le plus souvent en plastique, qui sont conçus, éco-conçus en fait. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, notre métier, c'est d'être un fabricant industriel de produits électroniques, donc des produits grand public qui contiennent du plastique pour faire tout ce qui va être le boîtier, et puis la partie électronique pour faire l'intérieur, la fonctionnalité du produit. Donc on s'adresse à tout type de clients, des petites startups, petites de quantité d'ailleurs. Donc c'est une entreprise qui veut développer, produire un objet électronique qui peut venir nous voir. Alors quand on est venu vous voir chez Altior il y a à peu près une dizaine de jours, on a rencontré Yanis Cotard, le patron, et il m'a dit si on ne veut pas produire durablement ou durable avec nous, avec une forme d'éco-conception pour le produit, il ne faut surtout pas venir nous voir. Est-ce que c'est un discours difficile à tenir quand on est dans une entreprise comme la vôtre qui a besoin de faire du chiffre d'affaires vis-à-vis de clients ? Est-ce que c'est difficile à tenir ? Non, je pense pas. Aujourd'hui, ça fait partie d'Altior. Altior, depuis 2023, s'est transformé en société à mission. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux, sociétaux, ils sont au cœur de nos statuts. Donc, la décision a été prise de faire notre métier différemment pour maîtriser, pour réduire l'empreinte de l'activité, apporter du sens aussi dans les produits que nos clients peuvent mettre sur le marché. Donc en fait, on vient vous voir en connaissance de cause. On vient nous voir en connaissance de cause, et puis même si c'est pas le cas, notre métier aujourd'hui fait aussi beaucoup qu'on a besoin de sensibiliser les clients, de un peu les messages pour expliquer cette vision, expliquer comment on souhaite faire évoluer aussi ce métier et les produits. Alors,
Bastien, on a un petit problème de liaison. Est-ce que tu as un autre numéro de téléphone sur lequel on pourrait te joindre ou est-ce qu'on peut te rappeler dans quelques instants pour essayer d'avoir une meilleure connexion pour pouvoir continuer la conversation ? Oui, on peut faire un autre numéro, oui. Alors, Jean-Luc va te rappeler parce que tu ne donnes pas ton numéro donc, à l'antenne. Effectivement, on ne va pas donner son numéro à l'antenne. Il va t'envoyer un SMS. Comme ça, tu vas me noter le numéro. On va rappeler de suite Bastien pour l'avoir mieux, puisque là, il est sur un portable. Effectivement, on n'a pas une bonne liaison l'endroit où il se trouve. En attendant, donc, on va couper la connexion, bien sûr, et on va attendre son numéro de téléphone pour le rappeler de suite. Et tu voulais faire un petit retour en attendant sur la COP. La COP 30, voilà. Ce magnifique rendez-vous qui s'est soldé par un échec vraiment attendu. La COP 30 nous a beaucoup déçus. Alors, évidemment, à la fin, il y a eu une discussion autour de l'accord qui devait être signé et ça s'est mal terminé. Les Européens ont poussé des cris d'orfraie, je pèse mes mots vis-à-vis de ce qui a été signé, parce que les mots, les énergies fossiles ne figuraient pas dans le papier final, dans le document final. Mais en même temps, la France, par exemple, dans sa délégation officielle, a emmené Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie. Alors là, il y a beaucoup de contradictions. En tout état de cause, ce qu'on voit COP après COP, c'est que rien ne fonctionne et que du coup, on est pris dans un espèce d'étau qui ne permet pas de, faire évoluer les sujets majeurs que sont les problèmes de pollution, les problèmes de plastique, les problèmes généraux qui touchent la biodiversité qui est de plus en plus malmenée par tous les problèmes que l'on rencontre, que l'on crée, nous les humains sur la planète. Et aujourd'hui, cette grande messe qui est censée être organisée pour résoudre des problèmes ne résout pas les problèmes. Et d'ailleurs, les principaux pollueurs n'étaient même pas à la COP. On pense aux États-Unis, on pense à la Chine, on pense à la Russie. Ça, c'est une vraie difficulté pour arriver à trouver des accords de fond qui pourraient fonctionner pour le futur de la planète. Et bien évidemment, on sait aujourd'hui qu'on ne sera pas en ligne avec les chiffres qui avaient été fixés lors de la COP21. Les prévisions, quoi. Exactement. Ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. D'ici 2030, je crois, c'est ça ? Oui, 2030, 2050, il y avait plusieurs étapes. Il y avait plusieurs étapes. Et on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas pour les 100 prochaines années. Et on y arrivera dans 100 ans que si on commence à faire des efforts aujourd'hui. Or, on voit bien que ces efforts, on n'est pas prêt à les faire, puisque toutes les COP qui se succèdent depuis la COP 21 sont toutes des échecs. Et on rappelle, c'est la COP qui vient d'avoir lieu ? La 30. Voilà, donc déjà 9 années, puisque c'est tous les ans. Oui, ou tous les 2 ans, non ? Tous les 2 ans. Voilà, j'ai peut-être... Il est de retour avec nous normalement, Bastien, mon cher Thierry. Bastien, ça va ? Oui. La ligne est bien meilleure, bravo. Oui, c'est impeccable. Donc on était en train de parler d'Altior et de dire que on a cette société qui produit de l'électronique avec des boîtiers en plastique. Et donc votre credo, c'est de faire ça de manière durable, quand c'est possible de façon recyclable. Et vous nous avez fait découvrir à Olivier Borde et moi-même, quand on est venu pour tourner cette partie du documentaire consacrée au recyclage, une modalité opérationnelle qui fonctionne pour recycler du plastique. Alors, on est avec un opérateur de téléphonie mobile et qui propose aussi, évidemment, des box pour l'accès à l'Internet et pour regarder la télévision. Vous fabriquez ces box et ces box sont entièrement fabriquées en plastique recyclable depuis 3 ans. Est-ce que tu pourrais nous dire comment vous faites ? Ouais. Alors, ça fait même bien plus que 3 ans qu'on fabrique ces produits-là en matière recyclée. Depuis 3 ans, on les fabrique en 100% recyclés. Ouais. Donc, en fait, ces box ont un avantage. Premièrement, c'est que ce sont des produits en location, donc en fin de location. Les retours qui reviennent, on est vraiment... Ils ouvrent la porte de la circularité. Donc, il y a des retours de produits. Et nous, tous les produits de retour utilisateurs, les pièces plastiques, on va les récupérer chez nous. Donc, les produits, les pièces plastiques démontées, qui, malgré tout, ont vécu
une, voire plusieurs années chez les utilisateurs qui peuvent avoir maltraité plus ou moins le produit. Donc, certains produits avec de la peinture, avec des étiquettes, avec des matières, etc. Ce produit-là, c'est de les utiliser comme une source fabriquer les nouvelles box qui doivent repartir sur le marché. On va demander à Bastien s'il peut changer de pièce. Peut-être on a une mauvaise réception. Vous êtes sur un portable, Bastien, et c'est peut-être l'endroit, effectivement, où la réception n'est pas terrible. Il y a des coupures. Est-ce que c'est possible pour vous de continuer en essayant de changer de pièce pour voir s'il y a une meilleure réception? Voilà, en continuant, bien sûr, notre interview avec Thierry, bien sûr. Oui, donc Bastien qui nous expliquait que effectivement le client récupère ses box, les réexpédie du côté après les avoir démontés, les réexpédie pour ce qui concerne le boîtier plastique du côté de chez Altior. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Bastien? Ensuite, ces produits, ils partent chez un partenaire. Qui lui va donc récupérer les pièces en plastique, il va de façon très minutieuse les éliminer, enfin mettre de côté les pièces qui pourraient être trop polluées ou présenter des risques sur une qualité d'une matière recyclée. Donc des matières, des pièces qui seraient trop poussiéreuses, qui auraient justement des pollutions de peinture ou autre. Et ensuite, les produits vont pouvoir partir à travers le recyclage. Donc on va d'abord broyer la matière, en faire des copeaux quelques centimètres de long, en fait. On va faire une première phase, notamment enlever la poussière de la matière. Et puis derrière, on a tout un processus avec plusieurs étapes qui nous permettent de retrouver la matière dans un format qui serait identique à de la matière neuve. Donc des petites billes de plastique qu'on peut derrière réutiliser à 100%, fabriquer de nouvelles pièces. Donc, on est bien d'accord que vous, avec votre partenaire, vous nettoyez ces box en plastique parce que si on laisse des impuretés sur la matière plastique, on altère la chaîne de polymères, c'est-à-dire les éléments qui sont liés les uns aux autres pour faire une matière robuste, dure, et que si jamais on saute cette étape, évidemment, on va se retrouver avec une matière qui va se déliter, qui ne sera pas stable. Hein. Alors, le gros challenge là-dessus, c'est vraiment l'esthétisme, parce que derrière, on est sur des produits qui doivent être beaux, qui doivent être sur des pièces plastiques. Dans la matière, quand on va la réutiliser, cette matière recyclée, il faut que d'un point de vue esthétisme, elle soit au même niveau qu'une matière qui serait neuve. Donc effectivement, on est obligé d'être très pointilleux sur le tri, sur à l'écart de toute pièce qui pourrait générer des défauts esthétiques sur la matière, le produit final. Oui, et alors tout à l'heure tu disais que c'est traité avec beaucoup de minutie, donc j'ai pu aller sur toute la chaîne de production de ce recyclage, Jean-Luc, et dans toutes les usines dans lesquelles je me suis trouvé, 3 au total, on aurait pu manger par terre. C'est chirurgical, c'est très très loin de ce qu'on peut voir sur des déchetteries, on va dire. Exactement. Il y a un souci. Il y a un souci de mettre le plastique dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est un déchet à la base. Ouais, là, en l'occurrence, oui, c'est effectivement un déchet. Et alors, on le sait ici depuis plus d'1 an et demi maintenant qu'on fait l'émission. Je suis pas fan du plastique en général. Enfin, je n'en fais pas l'apologie, même si c'est un matériau qui est extrêmement utile et qui sert vraiment dans beaucoup de produits de façon extrêmement efficace et pertinente. Là, pour le coup, il y a une vraie volonté de pouvoir traiter le plastique dans des conditions vraiment optimales, de sorte que, et c'est le résultat qui est obtenu depuis 3 ans, c'est pour ça que ma langue a fourché tout à l'heure, de sorte que depuis 3 ans, il n'y a pas de matière vierge fabriquée pour reconditionner ces box. Quel est Bastien, quel est le volume de box en poids ou de plastique que vous traitez pour ces box chez Altior? On est sur une centaine de tonnes de matière par an. Alors
400 tonnes de matière. C'est des volumes qui On sont n'a importants. pas entendu le chiffre, on n'a pas entendu Bastien. Ah, mince. Je disais, ouais, entre 400 et 500 tonnes de matière chaque année. D'accord, quand on sait qu'une box pèse moins d'1 kilo, donc voilà, on se fait bien moins d'un kilo. On se fait l'idée, ouais, ça doit être dans les 200-300 grammes de plastique. Ouais, c'est ça. À peu près, oui, À peu c'est près. ça. C'est combien, ça pèse combien la box? Je ne sais plus exactement son poids, mais voilà. C'est pas plus, quoi, en tout cas. Ça Oui. fait pas mal de produits et surtout, l'objectif, c'est d'avoir une grosse stabilité pour que les usines qui utilisent la matière, elles n'aient pas de perturbations. Et ça, c'est aussi... Alors, on avait expliqué dans d'autres émissions, mon cher Fabien, on avait expliqué effectivement Bastien. pour nos... non, mais là, Fabien, Bastien d'un côté, excuse-moi, Fabien, c'était tout à l'heure, toi, c'est Thierry. On avait expliqué qu'effectivement, les plastiques ne peuvent pas se recycler à l'infini quand on veut en faire autre chose. Alors, on peut pas les recycler à l'infini. Ils peuvent pas se recycler si les polymères, mais aussi les additifs chimiques ne sont pas identiques. Et donc là, la martingale d'Altior, c'est justement de recycler ensemble des produits qui seront identiques, qui sont faits du même plastique et des mêmes additifs chimiques. Ça, c'est très important. Mais surtout, ce qui est important, Bastien, c'est que vous avez créé une chaîne de valeur, comme on dit maintenant, mais là, c'est une vraie chaîne de valeur, entre vous qui traitez ce client et qui mettez au point un certain nombre d'opérations, l'équipe qui est une autre entreprise qui va retransformer ces box utilisées en petits composants de plastique qui vont pouvoir être à nouveau traités, et puis l'usine qui va fabriquer, qui va extruder le plastique qui va fabriquer de nouvelles boxes. Ça a été compliqué à mettre en place cette chaîne avec des gens pertinents pour faire ce travail? Oui, ça a été compliqué, notamment le recyclage de partenaires, puisque le recyclage, c'est un vieux métier, ça existe depuis très longtemps, mais l'objectif a toujours été de débarrasser des déchets pour essayer de retirer un petit peu de valeur et puis faire du volume. Faire du volume sans vraiment se soucier de la matière et de ce qu'on allait en faire derrière. Et nous, c'est notre besoin principal. Si on peut faire des produits qui, d'un point de vue esthétique, sont au même niveau que des matières neuves, on est obligé de faire toute une boucle qui est propre, d'adapter les process. Et donc là, ça demande beaucoup de minutie, comme on l'a dit, sur les différentes interventions, trouver les bons partenaires qui sont capables de s'adapter, qui sont capables d'avoir la flexibilité aussi. Et ça, c'est un travail qui a mis chez nous entre 1 an et 2 ans pour trouver les bons partenaires, trouver le bon processus et derrière être... Alors, Bastien, on va être obligé de t'interrompre. Je vais me faire un peu ton porte-parole parce que la ligne est vraiment pas bonne et qu'on t'entend en pointillé, si je puis dire, un mot sur deux. Et donc, effectivement, il y a toute cette chaîne d'entreprises qui a été créée, qui permet donc chacun dans sa spécificité professionnelle de pouvoir retraiter ce plastique. Donc, on rappelle qu'il s'agit de box Internet qui sont renvoyés par le propriétaire de la box. Alors là, spécifiquement, c'est un opérateur qu'on ne citera pas particulier, mais les autres opérateurs ont la même démarche? Non. Ou pas du tout? Enfin, pas que je sache en tout cas, D'accord. mais parce que là, c'est un cas assez exceptionnel et ça a été poussé très très loin. Et il faut dire que les entreprises comme Altior, au même titre que Verto qu'on recevait il y a 1 mois, sont très très rares en France. Des gens qui recyclent vraiment le plastique en allant au bout du process, c'est-à-dire avoir une capacité à récupérer auprès de leurs clients les box en l'occurrence, les démonter, en refaire des petites billes de plastique pour que derrière un spécialiste du traitement de la matière et de la capacité à faire un matériel à partir de ce Bien sûr, matériau. de refaire, effectivement. Exactement, de refaire un matériel en plastique. Avec pratiquement zéro perte? Alors, il y a de la perte, parce que quand tu retraites le plastique, il y a toujours de la perte. Mais là, on réussit à conserver le matériau originel, exactement, de base, et de ne pas avoir besoin, pour reproduire des box,
de reproduire du plastique. On sait aujourd'hui que si on veut limiter la pollution plastique, et ça c'est un paramètre qu'il faut vraiment s'ancrer dans la tête, il faut cesser de produire autant de plastique, d'une part, et d'autre part, cesser de produire autant de formules de plastique différentes. À chaque fois, si demain tu veux faire un micro en plastique dont l'habillage en plastique sera rose avec des pointes de noir dedans, je parle juste en termes de couleur. On pourra refaire que du rose avec des pointes de noir dedans. Et ça nécessitera une formulation chimique. Et je discutais pas plus tard que hier matin avec une chercheuse au CNRS, Nathalie Lazaric, pour ne pas la citer, qui va publier un gros papier d'ici le mois de décembre avec son équipe et l'Université Côte d'Azur. Écoutez bien, depuis 1980 jusqu'en 2023, il y a eu plus de 361 000 brevets déposés en Europe sur les plastiques. 361 000 brevets. Sur ces 361 000 brevets, 90 000 brevets concernent l'éco-conception. Donc tout le reste, ça concerne des nouvelles formulations de plastique. On n'a pas besoin de tout ça. Et sur les 91 000 brevets déposés sur l'éco-conception et sur l'écologie du plastique, on va dire, pour faire simple, il y en a seulement 3 700 qui concernent le recyclage en boucle fermée, comme ce qui est proposé par Altior. Et ces brevets ne veulent pas dire que ce sont des choses appliquées. Ça veut dire qu'on a déposé les brevets pour dire voilà comment on pourrait faire. On pourrait faire, voilà, qui ne servent peut-être pas encore. Exactement. Donc ce qui veut dire qu'on a une masse énorme de formulations des matières plastiques, des chimies des plastiques, et on n'a pas les filières en face pour les retraiter. Donc, il faut rationaliser le nombre de formulations chimiques, il en faut moins, et 2, il faut moins de volume de plastique, parce qu'aujourd'hui, on produit du plastique pour à peu près tout, et c'est tellement infusé dans nos sociétés qu'on ne sait plus comment en faire. Effectivement. Et donc, d'un côté, oui, c'est nécessaire, par exemple, dans des applications médicales, il y a des choses formidables qui sont faites avec des plastiques qui sont pas dangereux. Par exemple, les stents qu'on place dans le cœur pour permettre à des gens de vivre, tout simplement. Donc ça, c'est des applications... On va dire que tout ce qui est médical, effectivement, ça sert. Alors, il y a des choses... Pas tout, mais pas tout, en grande partie. Parce que d'autres études prouvent que jusqu'à il y a 10 ans, il y avait beaucoup de problèmes parce que tout était fait un peu n'importe comment, et que depuis 10 ans, il y a beaucoup moins de problèmes parce que justement, on a rationalisé les formulations chimiques qui sont proposées pour les objets qui sont utilisés à l'hôpital. Ça, c'est une étude du CHU qui montre que les enfants sont moins contaminés, les nouveau-nés, par les plastiques aujourd'hui qu'il y a 10 ans. D'accord. Parce qu'il y a 10 ans, les matériels qu'on utilisait étaient très contaminants. J'ai une question pour Bastien, puisqu'il est avec nous. Il reçoit, quand vous recevez les box, c'est que le plastique ou il y a encore toute la partie électronique à l'intérieur ? Dans ce cas-là, c'est que le plastique. Que le plastique. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un retraitement des parties électroniques par d'autres sociétés avant que ça arrive chez vous ? Sur ce produit-là, oui, mais on est aussi capable de faire, pour d'autres clients, on a d'autres clients où on fait un reconditionnement des produits. Alors, Bastien, on te remercie. On essaiera de te retrouver avec Altior une autre fois parce que vous avez vraiment des choses intéressantes, mais là, la ligne ne permet pas de poursuivre la conversation. Merci en tout cas. Et bravo pour ce que vous faites parce que vraiment, là, pour le coup, c'est une réussite. On sait que le plastique est un problème, le plastique est une menace, mais le plastique, dans certaines conditions, avec des gens extrêmement appliqués, peut être traité, mais une fois encore, dans certaines conditions. Et le maître mot, dès le départ, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous dites chez Altior, c'est limiter les formulations pour qu'on soit capable de mieux maîtriser le plastique et limiter le volume de plastique produit. À bientôt, Bastien. Merci, à bientôt. Bonne soirée, Bastien, merci beaucoup, merci. Alors, j'ai découvert un autre truc là-bas qu'on m'a montré, que je ne connaissais pas. Pardon pour mon manque de culture, et peut-être que vous le saviez, peut-être que toi, Jean-Luc, tu le savais, peut-être que les auditeurs le savaient. Est-ce que tu savais qu'on pouvait recharger les piles classiques qu'on utilise ?
Ah non, les classiques non, puisqu'on achète toujours des piles rechargeables volontairement. Eh bien, quand ces piles ont été créées, quand le brevet pour les piles alcalines a été créé... Les piles classiques, quand si on les met dans un chargeur, normalement, elles se mettent en chauffe. Voilà, mais pas dans un chargeur. Il ne faut pas les mettre dans un... Il y a un brevet qui a été déposé pour recharger ces piles. Elles peuvent être recyclées, rechargées 3 fois. D'accord. Et après, elles ne sont plus utilisables. Avec un chargeur particulier. Avec un chargeur particulier qui n'est pas du tout cher, qui existe en... Il existe dans le commerce ? Il existe dans le commerce. Il existe dans le commerce pour des grands volumes de piles, pour des volumes plus petits, 4 piles, etc. Et c'est fonctionnel. Eh bien, ça n'a pas utilisé et ça n'a pas été... mis sur le marché, ça n'a pas été... C'est volontaire que ça ne soit pas sur le marché. Alors peut-être. ça, on n'a pas toutes les explications. En tout cas, j'en ai vu un fonctionner chez Altior et c'est époustouflant parce que ça te recharge tes piles. Ah bah, surtout quand on sait aussi le déchet, le nombre de piles qu'on jette, quoi, je veux dire. Qu'on jette et puis que derrière à la déchetterie on brûle et qui finit dans le bitume pour une partie. Et une partie dans l'air quand l'usine n'est pas parfaite. On va faire un petit break musical, le temps de contacter ou tu as autre chose à dire ? On va faire un petit break musical et puis il faudra faire un petit clin d'œil aussi à notre ami Eric. On va voilà, un petit clin d'œil à notre ami Eric, ce qui va nous permettre bien sûr d'appeler entre-temps... Gérard Perjean pour parler de Posidonie. On espère que la ligne sera bonne. Allez, on fait un petit break tout de suite et on se retrouve dans quelques instants. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Happy all the time, but if you whistle a still song with me, it will make you happy all the time. Yeah, forget your worries, show me your very best smile, sing along merrily, and let your body move to the sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Now if you wake up feeling moody, 'cause the world is so wacky, wacky, think of this little magic, this magic little birdie, and your days will be always so sunny. Forget your worries, show me your very best smile, sing along merrily, and let your body move to the sweet melody. That's the way. Allez, petit break musical avec Corinne Jackson qu'on a reçu sur Radio Fréquence Méditerranée avec le titre Whistle of Joy, pour traduction bien sûr, le sifflet de la joie, de la bonne humeur. Mon cher Thierry, on est de retour avec notre invité, dans le monde, deuxième invité. Mais juste avant, on voulait faire un petit retour sur WeClean, notre partenaire. WeClean, bien sûr, c'est une société qui s'occupe du recyclage et plus particulièrement des déchets de cigarettes, effectivement, et qui donc il y a un site internet où on vous invite à aller faire un petit tour, weclean.com, www.iikln.com, où vous pouvez aller vous inscrire, puisque aussi il y a donc grâce à ce site internet, vous pouvez créer des actions et cumuler toutes ces actions cumulées vont faire des statistiques qui vont servir bien sûr à la suite des études de WeClean. Oui, exactement. Voilà. Sur les mégots, retraiter ce déchet qui est un des plus gros polluants connus, en tout cas visibles, parce qu'on en découvre tous les jours avec les polluants désormais. Mais donc là, évidemment, les mégots, c'est un fléau. Et ce fléau dont on parle à chaque émission, eh bien, WeClean fait partie des structures qui aident à lutter contre. Alors, on a notre deuxième invité avec nous au téléphone. On espère qu'on aura une bonne connexion, parce que tout à l'heure, sur notre premier invité, on n'avait pas une bonne... C'est Gérard Perjean, qui est biologiste marin, professeur à l'université de Corté, et il est plus spécialisé dans la protection des herbiers de Posidonie. Exactement. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir.
Alors, je vous retrouve parce que là aussi, j'ai rencontré Gérard, même si je ne l'ai pas vu directement, mais j'ai mené une interview par rapport à un documentaire qu'on prépare sur notamment la Posidonie, en tout cas sur le capital naturel, ce que nous apportent les plantes, les animaux, l'ensemble de la biodiversité pour permettre d'avoir une vie agréable sur Terre. Et ce capital naturel, on le malmène. Ce capital naturel, en mer Méditerranée, il repose sur deux éléments majeurs, principaux, que sont le corail rouge de Méditerranée et les herbiers de Posidonie. Alors les herbiers de Posidonie ne sont pas des algues. Gérard, vous n'allez pas me contredire, il s'agit de plantes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'importance de ces herbiers de Posidonie pour la mer Méditerranée ? Oui, alors je vous confirme effectivement, c'est une plante comme une plante terrestre qui va faire des racines, des fleurs, des fruits. Et c'est une plante qui va avoir un rôle majeur dans les équilibres littoraux de la Méditerranée, puisqu'elle va apporter de l'oxygène, elle va apporter de la matière végétale qui servira de nourriture aux poissons, elle va apporter des abris pour un certain nombre d'espèces, elle va apporter un petit peu ce qu'on appelle l'hôtel et le restaurant pour toute une série d'espèces de Méditerranée. Alors, cet hôtel-restaurant de la Méditerranée, est-ce qu'il est menacé aujourd'hui ? Alors, il est menacé, je dirais oui, mais avec une nuance, c'est-à-dire que par rapport à la situation d'il y a une vingtaine d'années, on est plutôt dans une certaine amélioration. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience des pouvoirs publics par rapport à l'importance de cet écosystème, et donc il fallait absolument le préserver. Alors, oui, il est menacé de deux façons directes par un certain nombre d'actions. Je pense à l'ancrage des grands yachts, par exemple, ou des rejets d'émissaires, et une action plus sournoise, si je peux dire, avec le changement climatique, une action plus globale qui va entraîner des modifications dans le fonctionnement de cet écosystème. Quand vous disiez à l'instant que les pouvoirs publics ont pris conscience de ce problème, on a vu qu'à Marseille, il y a eu une très lourde condamnation il y a quelque temps. Est-ce que vous pourriez nous rappeler cette histoire ? Oui, l'histoire commence un petit peu avec un ancrage dans une zone interdite où il y a des posidonies de la part d'un grand yacht de plaisance qui a détruit plusieurs dizaines de mètres carrés de posidonies. On est allé, je pense, les estimations, c'est des 150 mètres carrés. Et globalement, le tribunal de Marseille a condamné le capitaine du bateau, notamment à une amende de plus de 105 000 € pour réparation un petit peu de la destruction des posidonies. Alors pour qu'on comprenne bien la problématique, vous avez énuméré un certain nombre de problèmes, notamment ce qui se passe sur les côtes qui va directement impacter en mer les posidonies, entre autres. Où poussent les posidonies ? Comment on les trouve et à quelle profondeur ? Alors, les posidonies, c'est comme les plantes terrestres, elles ont besoin de lumière pour vivre. Et comme en mer, la lumière est absorbée assez rapidement, la tranche, je dirais, dans laquelle va vivre la posidonie, c'est à peu près vers 1 à 2 mètres de profondeur, jusqu'à 35 à 40 mètres quand les eaux sont très très claires. Alors, quand on parle de capital naturel, vous nous avez dit tout ce à quoi servait la Posidonie dans ce formidable écosystème le formidable écosystème qu'est la mer Méditerranée, en particulier sur le littoral. En quoi est-ce utile à l'homme ? Est-ce que, par exemple, c'est une ressource importante pour la pêche ? Oui, tout à fait. C'est l'exemple clé pour les herbiers de Posidonie. On estime que 30 à 40% des prises de la pêche en Méditerranée sont liées directement ou indirectement à l'herbier. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui vivent dans l'herbier ou dont une partie de leur cycle de vie a eu lieu dans l'herbier, ou tout simplement leur nourriture est tirée d'espèces qui vivent dans l'herbier. Donc 30 à 40%, c'est énorme à l'échelle de la pêche. Et quand on parle de capital naturel, c'est que on essaye de mettre une valeur, un prix sur quelque chose qui est impalpable pour l'être humain, pour qu'on comprenne mieux le poids que pèse un animal, un végétal. En l'occurrence, si on devait quantifier la valeur d'un mètre carré de Posidonie, si c'était une entreprise, la Posidonie, quel serait son chiffre d'affaires annuel ?
Ouais, globalement, alors les scientifiques, on discute toujours de la valeur, c'est difficile d'avoir une valeur exacte, mais faut être d'accord sur une valeur moyenne qui serait de l'ordre de 60 000 à 80 000 euros par hectare et par an. C'est-à-dire que chaque année, 7 hectares va rapporter 60 000 à 80 000 euros à travers la pêche, à travers la protection du littoral contre l'érosion, à travers toute une série d'oxygénation, d'apports de nourriture, etc. Ce qu'on appelle les services écosystémiques. Exactement. Est-ce que la Posidonie, vous nous disiez qu'elle a été beaucoup plus menacée il y a une vingtaine d'années, est-ce que le renouveau de la Posidonie, si je puis dire, est lié à la fois à des interventions, et vous nous parlerez de ce que vous faites vous-même, de la part de scientifiques tels que vous, et concomitamment justement à la régulation qui a été mise en place par les États. Est-ce que d'ailleurs on traite la Posidonie avec la même précaution partout en Europe? En tout cas sur les côtes méditerranéennes, pardon. Oui, tout à fait. Alors au niveau, je dirais, de l'Europe, c'est une partie particulière, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on dispose de législation qui protège les herbiers de Posidonie. Donc pour protéger ces herbiers de Posidonie, on a amélioré notamment la qualité de l'eau qui a permis donc leur protection et leur restauration naturelle. Dans d'autres pays de la Méditerranée, on a également ces protections, mais pas partout. Malheureusement, sur les 21 pays de la Méditerranée, on doit avoir à peu près 17 pays qui ont des législations qui protègent l'espèce. Ce n'est pas le cas pour tous les pays. Est-ce que cette inégalité dans la protection est visible à travers l'état des herbiers de Posidonie, vous qui les connaissez bien partout en Méditerranée? Effectivement, dans certains pays, je pense malheureusement à la Tunisie et au golfe de Gabès, qui est une zone un petit peu problématique, on a eu des grosses régressions d'herbiers de Posidonie liées notamment aux pratiques de pêche, mais également liées à des pollutions, avec des usines qui déversaient des flux directement dans ce golfe. Et c'est un des plus grands herbiers de Posidonie et malheureusement, il est toujours en régression depuis plus de 40 ans. Et est-ce que vous observez cette régression? Est-ce que justement vous arrivez à quantifier l'impact que ça a à terre pour les pêcheurs, pour l'érosion des côtes et pour la vie marine en général? Oui, c'est un certain nombre de sites. Justement, je vous parlais du golfe de Gabès. Dans les années 90, le gouvernement tunisien a été obligé de remobiliser une partie de la flotte de pêche du sud du pays vers le nord parce qu'effectivement, il n'y avait plus assez de prises dans le golfe de Gabès pour faire vivre des pêcheurs. Donc ça peut avoir des conséquences économiques très fortes et des conséquences au niveau de l'État également. Est-ce que la réhabilitation d'une zone comme celle dont vous nous parlez prend beaucoup de temps dès lors qu'on met tous les ingrédients pour protéger cette plante? Oui, le problème est là. Le problème, c'est que c'est très lent parce que c'est une plante qui pousse doucement, quelques centimètres par an. Et la meilleure méthode pour arriver à restaurer un petit peu ces dégradations, c'est de commencer par supprimer toutes les sources à l'origine des destructions d'herbiers. Et une fois que la source est vraiment, je dirais, arrêtée, la source de destruction est vraiment arrêtée, on assiste à une recolonisation naturelle de l'herbier qui est assez intéressante, mais à la vitesse d'une Posidonie, c'est-à-dire de quelques centimètres par an, d'où l'intérêt de conserver absolument tous les herbiers qui sont encore aujourd'hui en bon état. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu d'herbier de Posidonie, on dirait de grandes herbes assez larges, c'est très touffu et évidemment c'est ballotté par le courant. Le plastique aussi est ballotté par le courant et ces grands ensembles touffus vont facilement capter du plastique, capter des microparticules, capter des particules, des macrodéchets aussi évidemment. Est-ce que la forme et l'état de la Posidonie fait que c'est un piège pour ces polluants et que effectivement du coup les Posidonies sont très polluées? Qu'est-ce que vous constatez quand vous plongez? Alors, au niveau de la Posidonie, effectivement, c'est un piège à sédiments, c'est-à-dire toutes les particules qui vont être dans la colonne d'eau, elles vont être promenées, je dirais, par l'hydrodynamisme et elles vont sédimenter au pied des Posidonies. Si vous avez des polluants, des micropolluants qui se trouvent dans la colonne d'eau, ils vont suivre le même mécanisme, c'est-à-dire elles vont venir frapper sur les feuilles et tomber au pied des Posidonies. Et vous constatez beaucoup de déchets de cette nature? Alors,
Au niveau des déchets, c'est pas énorme encore, je dirais, parce que pour les micropolluants, il faut faire des analyses, il faut récupérer des échantillons, mesurer. Au niveau visuel, c'est plus difficile. Pour les gros déchets, ce que vous appelez les macro-déchets, généralement, vous avez également les courants, l'hydrodynamisme qui joue un rôle et qui permet de les disperser un petit peu. Régulièrement, depuis quelques étés, on parle de canicule de mer, donc des températures très élevées dans l'eau de surface. Est-ce que ça a un impact important, considérable? Quelle est sa nature sur les herbiers de Posidonie? Alors, l'élévation de température, je dirais un petit peu anormale, certains étés caniculaires, pose des problèmes à deux niveaux. Des problèmes plutôt négatifs parce que vous allez avoir des développements d'algues qui, eux, bénéficient de cette chaleur et qui vont rentrer en compétition avec la Posidonie, qui vont recouvrir un peu les Posidonies, vont faire un certain ombrage et donc faire un obstacle à la lumière, qui est indispensable, comme on disait tout à l'heure, à la plante. Mais inversement, on se rend compte que suite à des étés relativement chauds, derrière, on a des floraisons massives des herbiers de Posidonie. Je vous disais tout à l'heure que c'est une plante à fleurs. C'est une plante à fleurs qui fleurit assez rarement. Et par contre, en période de canicule, on observe une augmentation de ces floraisons. Il y a des saisons pour la Posidonie? Alors, pour la floraison, généralement, c'est un lieu au mois d'octobre. Et les graines vont se développer au cours de l'hiver et on aura des plantules au printemps. Donc, les graines vont se germer au printemps. Mais c'est un phénomène, je dirais, qui est relativement anecdotique, sauf certaines années. Par exemple, on a eu l'année 2023 où on a eu des floraisons massives au niveau de l'ensemble de la Méditerranée suite aux canicules. Alors, vous travaillez en Corse, vous enseignez à l'université de Corté et vous travaillez sur différents types d'expériences autour de la Posidonie pour favoriser sa reprise dans des zones où elle pourrait être malmenée, pour établir des protocoles de la bonne pratique pour faire repousser la Posidonie en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre travail ? Alors, ce point-là est un point qui est relativement récent et qui est en plus, je dirais, conforté par la loi de restauration de la nature de l'Europe qui voudrait qu'on restaure un certain nombre d'écosystèmes qui ont été dégradés. Pour la Posidonie, on se heurte au problème d'une part de sa vitesse de croissance et d'autre part des impacts qu'elle reçoit toujours. Dans notre équipe, on a essayé de mettre au point des protocoles qui permettraient de restaurer, de replanter des Posidonies dans un certain nombre de secteurs où les impacts sont arrêtés. On travaille depuis maintenant 5-6 ans sur ces mécanismes et les premiers résultats que l'on obtient, c'est qu'effectivement la Posidonie replantée peut repousser si les protocoles sont bien faits, si le site est bien choisi. Par contre, ces vitesses de recolonisation, je dirais actives un petit peu ou artificielles, sont plus lentes que celles d'un herbier qui se restaure naturellement une fois que les impacts sont arrêtés. Est-ce que vous avez pu établir un protocole des bonnes pratiques, par exemple, pour des aires marines protégées dans lesquelles on voudrait remettre en place de la Posidonie? Autrement dit, est-ce que dans chaque secteur, les choses vont nécessairement se dérouler différemment en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la chaleur, en fonction de la profondeur? Oui, je crois que, nous on a testé une quinzaine de protocoles, d'autres chercheurs méditerranéens ont travaillé aussi et ont testé différents protocoles. Actuellement, on sait à peu près, on sait même, on peut dire, correctement replanter de la Posidonie. Ce qui va être très important, c'est ce que vous dites, c'est le site dans lequel on va le faire. C'est un site qui doit répondre à toute une série de conditions. La première étant qu'il y a eu bien sûr des Posidonies sur ce site avant. On ne peut pas replanter les Posidonies à un endroit où il n'y en a jamais eu. Il faut que toutes les causes de dégradation de l'herbier dans ce site aient été stoppées et que l'on commence à voir à proximité des recolonisations naturelles. Si tous ces éléments, je dirais, sont validés, on peut envisager de réinstaller artificiellement, tout moins pas artificiellement, mais de façon, je dirais, active, des plantules que l'on prendra dans des herbiers à côté. Comment vous êtes pris de passion pour cette plante ? Il y a
très longtemps, je travaillais à Lumini, qui est donc une université à Marseille. Il y avait un professeur qui s'appelait le professeur Boudouresque, qui était un spécialiste de l'algologie et des herbiers de Posidonie, et qui nous avait parlé de cette plante qui était assez extraordinaire. Et c'était un peu un couteau de foudre. Vous plongez régulièrement sur ces plantes ? Oui, régulièrement. Là, cette année, on a eu à plonger sur une vingtaine de sites pour voir l'évolution de cette plante au cours des 25 dernières années. Et on plonge régulièrement pour replanter aussi des Posidonies. Donc, ça fait partie de notre travail. Est-ce que vous êtes optimiste ? Autrement dit, est-ce qu'on prend conscience à terre qu'il faut mettre en place les éléments nécessaires, tous les ingrédients pour stopper les pollutions en mer, pour permettre à la Posidonie, mais aussi à d'autres plantes et d'autres animaux de reconquérir leur territoire naturel ? Oui, je dirais qu'au niveau des pays européens, il y a vraiment eu une prise de conscience, il y a vraiment des actions qui ont été faites, et notamment sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Et dernièrement, une publication a montré qu'on avait des régressions relativement importantes jusque dans les années 90 à peu près de ces herbiers, et qu'avec ces améliorations, depuis les années 90, on a une stabilisation, voire des recolonisations dans certains secteurs. Est-ce que globalement, les choses s'améliorent ? Oui, globalement, les choses s'améliorent. Est-ce qu'il reste de gros points noirs ? Les points noirs, c'est à l'échelle de la Méditerranée, les pays qui ne prennent pas en compte la protection de cette espèce, c'est évident, et un petit peu le changement climatique, parce que là, pour lutter contre le changement climatique, ça dépasse largement nos possibilités. C'est bien certain que là, pour le coup, il faut une action concertée, commune, et bien évidemment de l'ensemble des acteurs qui participent à la perturbation du climat. D'ailleurs, quand on dit ça, on pense forcément à la COP30 qui vient de s'achever. Est-ce que vous êtes déçu, très déçu par ce qui s'est fait ou ne s'est pas fait plus exactement dans cette COP ? Malheureusement, sur cette COP, comme sur les dernières COP, on n'a pas beaucoup progressé à ce niveau-là. Et il y a trop de politiques et pas assez de scientifiques, je pense, dans ces actions. Mais malheureusement, ça fait partie de la société d'aujourd'hui. Merci Gérard, merci d'avoir été avec nous pour nous parler des Posidonies. Et on espère vous retrouver très vite. Très vite. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Gérard Perjean, donc on rappelle biologiste marin, professeur à l'université de Corté. On fait un petit clin d'œil à tous nos amis corses qui nous écoutent ce soir. Merci Gérard, au revoir, bonne soirée. Allez, mon cher, on est arrivé au bout déjà de cette belle émission, encore avec de belles personnes. Alors en première partie, on va rappeler, puisque pour ceux qui nous ont rejoints en cours, on avait avec nous Sébastien Spinella, donc responsable développement durable chez Altior, une société spécialisée dans le recyclage de plastique. En fait, il fabrique des éléments électroniques avec des emballages en plastique, on va dire. Voilà. Et là, pour le coup, on parlait avec eux du recyclage avec Bastien, puisque... De ces box d'opérateurs qui sont... Exactement. Ils sont capables de recycler à 100% depuis 3 ans le plastique de box pour refaire des box identiques, et c'est assez exceptionnel et il fallait le saluer puisqu'on tape régulièrement sur le plastique dans cette émission. Effectivement. Merci mon cher Thierry. À très vite. On se retrouve le mois prochain. Allez, merci à tous. Allez, c'est le retour de la musique, un petit peu de pub et bien sûr, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bye bye et on se donne rendez-vous demain soir. Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée.